depuis ses limites, de ce fameux Limes, c'est la série Barbaren, Barbare en français. Alors Catherine, peut-être pour commencer, dites-nous, cette série, c'est quoi en fait? Eh bien, écoutez, c'est une série relativement courte, mais qui relate un épisode qui a été un des grands traumatismes militaires des Romains au tournant de notre ère, à un moment où pourtant leurs armées dominaient partout et où leur empire sur le pourtour méditerranéen, une partie de l'Europe, ne faisait que s'accroître. Cet épisode, c'est la défaite, la débâcle, j'aurais tendance à dire, de Teutobourg en 9 après Jésus-Christ contre les Germains. Et je dois dire qu'il y a deux épisodes traumatisants qui ont marqué le passage autour de notre ère entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Il y a celui-ci, et puis quelques décennies auparavant, en 53 avant Jésus-Christ, il y avait eu Caraë dans l'empire parthe de l'époque, c'est-à-dire en Syrie, où il y avait eu une défaite comme ça très importante des armées commandées par Crassus. Alors, la défaite de Varus, très brièvement résumer les faits, mais sans doute nos auditeurs auront-ils vu Barbaron, ou en tout cas auront-ils envie de le voir après. Les faits sont les suivants. L'armée de Varus a pris ses quartiers d'été sur la Vézère, nous sommes donc en 9 après Jésus-Christ, sur le territoire de la tribu des Chérusques, avec laquelle Rome entretenait des rapports d'amitié. Alors que cette armée s'apprête à regagner ses quartiers d'hiver et le camp militaire de Xanten sur le Rhin, Varus apprend, qui commande donc cette armée, apprend la révolte d'une tribu dans une contrée éloignée. Le chef des Chérusques, Ségimère, et son fils Arminius se proposent de conduire l'armée romaine vers le lieu de la prétendue révolte par une route qui n'est pas connue des Romains. Ségeste, qui est le beau-père et l'oncle d'ailleurs d'Arminius, qui est un autre notable chérusque qui est tout acquis à la cause romaine, les avertit Varus sur le fait que c'est un piège qui est tendu là à Varus et à son armée, il s'agit d'une conjuration, mais Varus ne le croit pas et il engage son armée dans cette voie et il tombe dans l'embuscade. La forêt de Teutobourg est le théâtre d'un carnage pour l'armée romaine, un carnage qui dure 4 jours, où il y a aussi beaucoup de civils parmi les victimes parce que l'armée avait pris ses quartiers d'été, elle rentrait en quartier d'hiver, il y avait des femmes, des enfants, des serviteurs aux côtés des soldats. Lorsqu'ils se rendent compte que tout est perdu, Varus et les autres officiers qui commandaient l'armée se donnent la mort en se précipitant sur leurs épées pour ne pas survivre au déshonneur de la défaite. Donc, bien sûr, ça n'est pas la seule défaite que l'armée romaine ait connue. L'armée romaine, elle en connaissait des défaites, mais ces deux batailles-là, et c'est pourquoi j'évoquais aussi Caraë pour commencer, ces deux batailles-là ont été, à cette époque-là, particulièrement traumatisantes pour les Romains. Pour plusieurs raisons. D'abord, par le nombre de morts qu'elles ont faites dans les rangs romains. À Teutobourg, il y avait 3 légions. Elles n'étaient pas complètement au complet, mais quand même. 3 légions engagées, 3 corps de cavalerie, 6 cohortes d'auxiliaires, plus de 20 000 tués, soit plus d'un dixième de l'armée romaine de l'époque quand même. Et puis, deuxième traumatisme, la mort des généraux qui commandaient ces armées. Crassus a été livré aux Parthes et tué soit par les Parthes, soit par les Romains pour éviter le déshonneur de sa captivité. Varus se jette sur son épée au cours de la bataille. Enfin, et je dirais presque surtout, la prise par les ennemis des enseignes des légions, c'est-à-dire de leurs emblèmes, le plus important de ces emblèmes étant l'aigle porté au sommet d'une hampe, et pour une légion, c'est vraiment le plus grand déshonneur que de perdre son aigle. Dans le cas de ces deux défaites, les Romains feront tout par la suite pour récupérer les enseignes perdues. Cette série traite donc de cet événement bouleversant qui s'est déroulé dans la dernière partie du règne de l'empereur Auguste, qui je dirais a endeuillé la dernière partie du règne de l'empereur Auguste. Auguste, premier empereur, nous sommes en 9 après Jésus-Christ, il va mourir en 14 après Jésus-Christ, nous sommes donc vraiment dans la dernière partie de son règne. Quand la nouvelle du désastre de Teutobourg est arrivée à Rome, ça a été un moment de sidération pour les Romains et pour Auguste. Une suspension des affaires a été décrétée, les fêtes et les jeux du commencement de l'automne n'ont pas été célébrés. Selon Suétone, Auguste aurait déchiré ses vêtements, se serait laissé pousser barbe et cheveux à cette nouvelle, ce qui est un signe de prise de deuil en quelque sorte chez les Romains.
et il se serait tapé la tête contre les portes de sa maison en criant « Varus, rends-moi mes légions ». En fait, c'est la seule grande défaite qu'Auguste ait connue en 40 ans de règne ou de domination, si on veut. Et il n'avait connu que des victoires et où il avait même eu, lui, la fierté de récupérer les enseignes perdues par Crassus, dont j'ai parlé tout à l'heure, contre les Parthes. Donc, c'est vous dire l'ampleur du traumatisme. Et on peut se poser légitimement la question de savoir si cette défaite a mis fin aux ambitions romaines de conquête de la Germanie jusqu'à l'Elbe. Les historiens du IIe siècle après Jésus-Christ, les historiens romains et grecs de l'époque, le prétendaient. Mais ils écrivaient plus d'un siècle après, alors que l'Empire avait effectivement stabilisé sa frontière sur le Rhin. Vu depuis le siècle suivant, on peut bien dire que la bataille de Teutobourg a mis un coup d'arrêt à l'expansion de Rome en Germanie et fixé la frontière de l'Empire sur le Rhin, avec deux provinces romaines sur la rive gauche du fleuve, donc la Germanie supérieure et la Germanie inférieure. Alors, supérieure et inférieure, ça fait référence évidemment au cours du fleuve. La Germanie supérieure est davantage dans les terres, elle est pour la partie supérieure du cours du fleuve. La Germanie inférieure, c'est la partie du cours du fleuve qui va aller se jeter dans la mer, vers son embouchure. Il y a sur le Rhin des camps militaires très importants qui vont marquer cette frontière. En Germanie inférieure, ils existent déjà en partie à cette époque-là, de Cologne, Neuss, Xanten et Nimègue. Si vous voulez, à peu près le nord-ouest de l'Allemagne, et pour Nimègue, c'est dans les Pays-Bas, la zone de l'embouchure du Rhin. Et puis pour la Germanie supérieure, ce sont les camps de Mayence en Allemagne, Strasbourg en France, en Alsace, et toute l'Alsace fait partie de la Germanie supérieure, et Vindonissa, c'est-à-dire Windisch en Suisse, pratiquement la Germanie supérieure va jusqu'au Léman, le lac Léman. Mais sur le coup, il n'est peut-être pas sûr qu'Auguste ait renoncé aussi vite à la conquête. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Catherine, vous évoquez beaucoup de camps romains, effectivement, pour montrer cette présence romaine sur cette partie-là de l'Empire, vers cette frontière, ce limès. Alors, j'aimerais revenir avec vous sur deux aspects importants pour nous en histoire. Ce sont les sources et quelles sources, justement, on a pour parler de cet événement de Teutobourg. Alors, est-ce qu'on a l'archéologie? Et où est-ce qu'on se base surtout, comme vous avez commencé à l'évoquer, sur les sources littéraires, Catherine? Oui, alors effectivement, dans cette affaire, ce sont les sources écrites qui sont assez abondantes. Pour un événement isolé comme cela, je dois dire qu'on a de riches sources. Pour ce qui concerne les recherches archéologiques, les camps sont bien connus, les camps sur le Rhin, mais ils ne documentent pas véritablement la bataille de Teutobourg. Et jusqu'à présent, archéologiquement parlant, on n'a pas localisé précisément où se trouve Teutobourg, et je peux vous dire que les débats en Allemagne autour de son emplacement exact sont aussi passionnés que ceux qui, en France, se déroulaient il y a quelques années, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, autour du site précis de Gergovie ou du site d'Alésia. Là, je crois que maintenant, on est bien sûr du site d'Alésia, mais voilà, c'est vraiment des débats à n'en plus finir. Pendant très longtemps, c'est dans la forêt de Teudberg qu'on a reconnu le site. Et c'est là d'ailleurs qu'une statue a été élevée à Arminius en 1875. Donc, si vous voulez, en Rhénanie du Nord-Westphalie, entre Vézère et Elbe. Mais d'autres emplacements ont été proposés à Hildesheim, à Paderborn et surtout Karl Kreis. Ça, c'est la thèse de Mommsen, qui était un très grand historien de Rome de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. C'est-à-dire, alors, Karl Kreis, c'est à 16 km à peu près au nord d'Osnabrück, en Basse-Saxe. Parce que dans cette zone-là, justement, des fouilles archéologiques ont mis au jour des milliers d'objets avec beaucoup de monnaie romaine, des plombs de front, des armes. Donc on a l'impression que c'est un lieu où il n'y a pas de construction, mais que c'est un lieu de bataille. Voilà. Après, est-ce que c'est vraiment la bataille de Teutobourg? Il n'y a pas encore de certitude à ce jour, comme je vous le disais. En revanche, les sources écrites, je le disais aussi, elles sont abondantes. Alors, elles sont évidemment, c'est un bémol, toutes en langue latine ou grecque, c'est-à-dire qu'elles nous transmettent le point de vue des Romains. Nous n'avons pas de sources qui transmettraient le point de vue des Germains.
Mais on a, et c'est assez rare pour qu'on le mentionne, un certain nombre de sources qui sont contemporaines de l'événement. Les poètes, le poète latin Ovide, le géographe grec Strabon, qui étaient tous les deux des contemporains d'Auguste, sidérés eux aussi par cette défaite inouïe, parlent de l'événement, l'évoquent dans leurs écrits. Velleius Paterculus, surtout, qui fait une histoire romaine, qui fait un abrégé d'histoire romaine, qui a été légat de Tibère dans l'armée de Germanie à la fin du règne d'Auguste, relate l'événement avec plus de détails que Ovide ou Strabon, qui ne font que des allusions. Et il dit même dans son histoire romaine qu'il se réserve d'écrire un livre sur Teutobourg, sur cette défaite, sur les légions de Varus. Alors, l'a-t-il écrit et ne l'avons-nous pas conservé? Ne l'a-t-il pas écrit? Ça, on ne sait pas, mais nous n'avons pas le livre promis par Velleius. En tout cas, il était, lui, profondément attaché à Auguste et Tibère, et donc il avait tendance à présenter les faits en appuyant sur la perfidie d'Arminius et sur les faibles qualités militaires et le manque de discernement de Varus. Et puis alors on a aussi, et ça c'est vraiment très rare, une source épigraphique contemporaine. J'ai fait passer une image que nos auditeurs doivent voir. C'est la photographie d'une stèle qui se trouve, d'une pierre calcaire, qui se trouve conservée au musée de Bonn et qui est en fait un cénotaphe, le cénotaphe d'un centurion qui a participé à la bataille de Teutobourg. Vous voyez qu'on a encadré par une espèce de structure qui rappelle un petit peu les temples, un fronton au sommet de la stèle, des pilastres des deux côtés. On a trois personnages, ou plutôt un personnage en buste et deux têtes montées sur des colonnes. Trois personnages dont les deux qui encadrent sont des affranchis, des valets d'armes, qui servaient pendant la bataille de Teutobourg, puisqu'ils étaient affranchis, ils n'avaient pas le droit de participer militairement à la guerre, mais ils pouvaient servir un militaire. Ils servaient le personnage qui est au centre, qui est un centurion. On le voit parce qu'il a dans sa main droite une baguette qui symbolise son statut de commandement. Et c'est un centurion qui est en uniforme militaire, représenté avec toutes ses médailles. Vous voyez, ces espèces de cercles, ce sont les médailles. Il est, j'aurais tendance à dire, décoré comme un général de l'armée du RSS par le passé. Et il porte aussi des bracelets, il porte un torque, il a sur la tête une couronne de feuilles de chêne. Et tout ça, ce sont des marques d'honneur qu'il a pu recevoir à la suite de victoires, à la suite de hauts faits qu'il a accomplis comme soldat et comme commandant. En particulier, la couronne de feuilles de chêne distinguait ceux qui avaient sauvé la vie de citoyens romains. Alors, quelques inscriptions se trouvent sur ce monument. D'une part, sur les deux colonnes qui supportent les têtes des affranchis, leur nom, tout simplement. À gauche, il s'agit de Marcus Caelius Privatus, affranchi de Marcus, donc affranchi du personnage central. Et à droite, Marcus Caelius Thiaminus, affranchi de Marcus aussi, qui ont tous les deux aussi péri dans la bataille. Et puis au centre, une inscription qui dit ceci. À Marcus Caelius, fils de Titus, de la tribu Lémonia, originaire de Bologne, centurion de premier ordre de la 18e Légion, âgé de 53 ans et demi, il est tombé au cours de la campagne de Varus. Il sera permis d'introduire les ossements dans ce monument. Publius Caelius, fils de Titus, de la tribu Lémonia, son frère, a fait ce monument. Alors, ce monument est donc un cénotaphe, c'est-à-dire que le frère de Marcus Caelius, qui servait lui aussi dans l'armée, n'a pas, au jour où il fait cette pierre, pu retrouver les restes et donc donner une sépulture au reste de son frère et des deux affranchis de son frère qui le servaient. Ils sont restés dans la forêt de Teutobourg. Il ne désespère pas de les retrouver peut-être un jour, et donc il dit il sera permis d'introduire dans le monument les os de ces défunts. Pour l'instant, il s'agit d'un cénotaphe, il n'y a pas de corps à l'emplacement, il pourrait devenir une tombe par la suite, et je trouve que c'est un témoignage assez émouvant qui illustre d'un seul exemple, bien sûr, l'ampleur de ce qu'a été la catastrophe de Teutobourg, le nombre des morts et la peine, l'affliction de leur famille.
Mais je continue un peu mon passage en revue des sources, car les sources ne s'arrêtent pas à la période même de Teutobourg. Les historiens antiques parlent de ce drame pendant longtemps. On a au IIe siècle Suétone, Florus qui l'évoque, et puis surtout Tacite. Alors surtout, il l'évoque un petit peu a posteriori. Tacite, il écrit à l'extrême fin du 1er siècle après Jésus-Christ et au tout début du 2e siècle après Jésus-Christ, sous le règne de Trajan. Il écrit des annales d'abord, c'est-à-dire un récit année par année des grands événements de l'histoire romaine. Et ces annales, il les concentre sur la période, sur le règne des Julio-Claudiens, donc des descendants d'Auguste en quelque sorte, la période qui va du règne de Tibère, donc de la mort d'Auguste, 14 après Jésus-Christ, jusqu'à la mort de Néron en 68 après Jésus-Christ. Donc, il ne parle pas vraiment directement de Teutobourg, puisque Teutobourg a eu lieu avant le début de ses annales, qui commencent à la mort d'Auguste, mais il reparle à plusieurs reprises d'Arminius et fait des allusions à Teutobourg dans les années qui suivent, c'est-à-dire les campagnes de Germanicus entre 15 et 17, parce que, évidemment, les Romains, j'en reparlerai, ont voulu venger la mémoire de Varus. Il est aussi, donc, il est une source d'information précieuse sur la suite de l'histoire des personnages qui sont les héros de cette série. Arminius, son épouse Tusnelda, Ségeste, le père de celle-ci. Voilà, je vous assure qu'il y aurait de quoi envisager une seconde saison de Barbarum. Je ne sais pas si ce sera le cas. Par ailleurs, il avait écrit aussi, Tacite, en 98, un petit opuscule qui est autant un ouvrage d'ethnographie que d'histoire et qui s'intitule La Germanie, dans lequel il s'interrogeait sur les relations entre les Romains et les tribus de Germanie. Et c'est bien à travers ce texte qu'on a tendance à imaginer la vie des Germains. Enfin, dernière source importante, parce que je pense que c'est celle qui relate Teutobourg et tout ce qui a entouré cette conjuration et ce guet-apens avec le plus de détails, et c'est sans doute celle qui a suivi le scénario de la série, c'est l'historien grec Dion Cassius au début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Alors, c'est celui que les historiens considèrent comme le moins fiable parce qu'il est le plus éloigné des faits. Et dans sa présentation, il insiste pour sa part sur une erreur d'appréciation politique des Romains et d'Auguste, et non pas sur une erreur de Varus ou la traîtrise d'Arminius, parce que, d'après lui, les Romains et Auguste auraient voulu imposer trop vite l'administration romaine dans une région encore mal pacifiée. Il insiste sur la lourdeur des impôts que Varus aurait été chargé de prélever, et puis sur les changements trop rapides qu'il voulait faire pour la Germanie, alors qu'auparavant, dit Dion Cassius, l'installation romaine en Germanie n'avait pas entravé les coutumes des Germains, que les quartiers d'hiver des troupes romaines se passaient bien, que des agglomérations avec des marchés s'étaient développées près des camps militaires. Et là, il aurait, en quelque sorte, Auguste aurait voulu aller trop vite en besogne, en fixant aussi à Varus la mission d'étendre l'influence romaine au-delà du Rhin. Fort de la bonne entente de Rome avec les Chérusques, des rapports personnels que Ségimère, le chef des Chérusques et le père d'Arminius, avaient avec les Romains, à la belle saison, Varus se serait enfoncé vers l'est, son objectif étant probablement de préparer une conquête jusqu'à l'Elbe peut-être. Et c'est Dion aussi qui insiste sur la confiance que Varus plaçait en Ségimère et en Arminius, qui, dit Dion, partageait sa table. Arminius, j'aurai l'occasion d'y revenir, la série le montre tout de suite, a passé toute une partie de sa jeunesse à Rome. Il parle latin, il est romanisé en quelque sorte. Lui et son père ont la citoyenneté romaine. Et donc, Varus ne se méfie pas d'eux, en dépit des déclarations de Ségeste, parce qu'il est au courant aussi que Ségeste n'aime pas son gendre Arminius. Arminius a enlevé sa fille, la fille de Ségeste, Tusnelda, contre sa volonté, il l'a épousée, alors qu'il la promettait à un autre dans le cadre de relations diplomatiques entre chefs de tribus des Germains.
Et donc, Varus croit en toute bonne foi que ces gestes essaient simplement de nuire à Arminius en décrivant cette pseudo-conspiration. Mais là, je crois que c'est toute la question des rapports entre les Romains et les Germains, vous voyez, qui est posée au moment de ce désastre. Oui, effectivement, Catherine, c'est ce que j'allais voir avec vous, puisque cette série qui s'intitule Barbaren, donc barbare en français, part du postulat de nous montrer ce qu'étaient ces peuples qu'on a qualifiés d'ailleurs plus tard de germains, alors qu'ils sont très divers. Hein. Vous avez commencé à parler justement de plusieurs tribus, et on le voit bien, cette idée-là, que ces tribus sont très divisées, on le voit dans la série, et on voit, comme vous l'avez dit, jusqu'à présent, que la présentation que l'on en a est due essentiellement aux sources, bien sûr, romaines. Voilà, donc qu'est-ce que justement la série nous montre, Catherine, sur ces relations entre les Romains et les Germains, et peut-être en élargissant un tout petit peu les relations qu'avaient les Romains avec les peuples qu'ils avaient soumis, puisqu'on voit bien, vous l'avez dit, hein, que Arminius a été pris comme otage parce que son père a été vaincu jadis par Rome. Et donc voilà, toute cette pratique-là, qui était une pratique très courante à l'époque romaine. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait, je vous rejoins tout à fait. Je pense que on a là une illustration qui n'est pas si infidèle que ça. Encore une fois, vous voyez qu'ils ont suivi les sources antiques, les réalisateurs de la série, des rapports des Romains avec les Germains en particulier, mais aussi plus largement, on voit la conception romaine de la conquête et du traitement des populations vaincues. Alors, prenons d'abord les Germains. Ce sont des Celtes, comme les Gaulois, et pendant très longtemps, les Romains ne les ont pas distingués véritablement des Gaulois. Hein. Les Germains gaulois n'étaient pas très distingués. Les premiers contacts des Romains avec les tribus de Germanie remontent à l'invasion des Cimbres et des Teutons à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Lorsque ceux-ci arrivent dans le sud de la Gaule et jusque dans le nord de l'Italie, en créant un grand effroi dans les populations d'Italie et à Rome. Il y a d'abord un événement qui est aussi un bon traumatisme pour les Romains, c'est une cuisante défaite contre ces Cimbres et ces Teutons à Orange, en Gaule du Sud, en 105 avant Jésus-Christ, et puis le passage de ces Germains, enfin, ils se divisent à ce moment-là en deux, une partie continue à descendre vers le sud, le grand général Marius les arrête à Aix-en-Provence en 102 avant Jésus-Christ, l'autre rejoint l'Italie du Nord, et c'est en Lombardie, à Versailles, que Marius arrête en 101, l'année d'après, l'avancée des Cimbres et des Teutons. Il y a donc un sentiment de crainte à l'égard de ces populations qui transparaît d'ailleurs bien dans les mesures qui ont été prises à Rome même à l'annonce du désastre de Teutobourg, avec un renforcement des garnisons dans la cité, comme si on craignait que les Germains ne débarquent en Italie à la suite de ces agissements. C'est en fait César, dans son récit de la conquête des Gaules dans les années 50, qui, le premier, aurait distingué les Germains des Gaulois. Il les distingue, le thème est repris par Tacite dans la Germanie, par leur unité de langue. La série télévisée a choisi de traduire cette unité de langue par l'usage de l'allemand face aux Romains qui parlent le latin. C'est d'ailleurs un aspect plaisant, je trouve, de cette série. Le tout est sous-titré, hein, je rassure ceux de nos auditeurs qui ne l'auraient pas encore vu. On ne sait pas en réalité si la langue des Chérusques était proche de l'allemand, mais dans la mesure où Arminius, j'y reviendrai, est devenu un héros national allemand, le choix fait sens en quelque sorte. Au-delà de la crainte que pouvaient ressentir les Romains à l'égard des Germains, leurs sentiments sur ces populations étaient nuancés. Dans son petit ouvrage sur la Germanie, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est certainement peut-être issu d'une conférence qu'il aurait donnée à Rome, alors que Trajan allait partir comme légat de Germanie, donc dans les toutes dernières années du règne de Domitien, ou peut-être après la mort de Domitien, Tacite n'est pas du tout négatif sur leur compte. Il adopte, pour en parler, un point de vue, je l'ai déjà dit, d'ethnologue et aussi de moraliste, qui en creux
porte une espèce de comparaison implicite avec la société romaine de son temps. Et il faut savoir que Tacite est un pessimiste, il voit la société romaine de son temps de manière très noire. Et donc, il va décrire les Chérusques, leurs voisins, comme des populations qui vivent dans un état de nature, alors que la civilisation signifie dépravation des mœurs. Bon, alors, il n'avait sans doute pas de connaissance directe de la Germanie, et il semble n'y être jamais allé, mais il s'est inspiré sans doute d'un livre de Pline l'Ancien, qui lui-même, 40 ans plus tôt, y avait fait des campagnes militaires. C'est un livre que nous avons perdu et il ne le cite pas directement, mais on peut penser qu'il s'en est inspiré. Il connaissait Pline. En tout cas, il s'inspire de la guerre des Gaules et de César, qui parle aussi des Germains, donc je l'ai déjà dit dans la guerre des Gaules, ça il le cite explicitement. Mais la description qu'il fait du mode de vie des Germains n'est certainement pas réaliste. C'est pourtant celle que, grosso modo, on dépeint dans la série et c'est celle, en fait, à travers laquelle on s'imagine la vie des Germains à cette époque. Tacite exalte leur simplicité, leur vertu, leur héroïsme. Il leur prête en fait une vie partagée entre guerre et banquet, alors que ces populations, ça c'est plutôt l'archéologie qui a pu le montrer, ça donnait à l'agriculture, au commerce, mais cela on ne voit guère chez Tacite et pas non plus dans la série. D'après Tacite, il s'agit en fait et ça, l'idée va avoir longue vie, hein, j'en parlerai. Il s'agit d'un peuple pur, entre guillemets, ayant une origine autochtone commune. C'est pour ça que leur langue est unique. Ils ont une unicité de langue parce qu'ils ont une unicité d'origine. Et donc, ils présentent les très nombreuses tribus. Vous avez dit, oui, elles sont nombreuses, les Bataves, les Chattes, les Chérusques, les Mars, les Cimbres, les Vénètes, les Suèves, les Marcomans, et j'en passe pour ne pas vous lasser. Ils les présentent comme toujours en guerre entre elles, ce qui, écrit Tacite, est une chance pour Rome parce que, évidemment, ça les affaiblit. Et c'est bien aussi comme ça qu'on les voit dans la série. Mais Tacite fait aussi de la Germanie le refuge d'une liberté que Rome a perdue. Il insiste sur les limitations au pouvoir du chef par une sorte de conseil qui a une coloration assez sénatoriale dans la présentation de Tacite. Et on voit ces chefs autour du chef discuter entre eux hein, au sein des Chérusques dans la série, dans la tribu Chérusque. Selon Tacite, les leaders des tribus de Germanie sont écoutés en fonction de leur mérite. Les Germains n'agissent pas par adulation. Et puis, c'est Tacite aussi qui nous dit qu'ils vénèrent certaines prophétesses qui n'ont par ailleurs pas de rôle politique. Et on voit bien combien Thusnelda est proche d'une prophétesse que l'on voit apparaître de temps en temps dans les différents épisodes de la série. En fait, cette vision est en creux une critique très forte du règne de Domitien qui est en train de s'achever ou qui vient de s'achever. Domitien, n'ayant pas respecté l'autorité du Sénat, s'étant fait construire un palais grandiose, s'étant coupé du reste de la population, ayant gouverné en quelque sorte en autocrate. Et pour Tacite, qui est un sénateur, et en plus le premier de sa famille est entré au Sénat, hein, ce qu'on appelle un homme nouveau. Le bon empereur, c'est celui qui consulte le Sénat, qui tient compte de ses avis, et donc il a tendance à représenter un petit peu les chefs des tribus de Germanie sous ces traits-là. Mais je reviens au règne d'Auguste. Donc, la création des 3 provinces de Gaule dites chevelues, au début du principat d'Auguste, avait placé la Gaule belgique en position limitrophe des territoires des tribus germaniques. La Gaule belgique, elle s'étendait à peu près sur des territoires qui recouvrent le nord-ouest de l'Allemagne, la région de Trèves à présent, le Luxembourg et la Belgique, si vous voulez, pour avoir une idée d'où se trouvait la Gaule belgique. Dès lors, se pose la question de la conquête des territoires limitrophes. C'est dès 1615 avant Jésus-Christ que on voit déjà que s'installent quelques installations militaires romaines sur le Rhin. Et puis, entre 12 et 9 avant Jésus-Christ, Drusus, qui est le frère du futur empereur Tibère, reçut un mandat militaire en Germanie, un mandat d'Auguste, donc, pour y mener une politique offensive. Et il y a déjà la feuille de route de conquérir des territoires au-delà du Rhin, d'établir une province avec une occupation militaire entre le Rhin et l'Elbe pour protéger les Gaules. En fait, c'est ça l'objectif. Drusus
prend appui sur les territoires des tribus tongres et des Ubiens. Il crée de nouveaux camps légionnaires sur le Rhin, Niemen, Xanten, Neuss, Bonn, Mayence, sur la Lippe aussi, qui est un affluent de rive droite du Rhin. Et il dirige une série d'offensives qui le font atteindre jusqu'à la Vézère et l'Elbe, mais il meurt en 9 avant Jésus-Christ. Les opérations sont reprises par d'autres légats, dont Tibère, sans qu'il y ait de conquête durable du territoire. Il y a en revanche des alliances avec certaines tribus qui, une fois, comme vous le disiez, une fois qu'elles ont été défaites militairement, c'est le cas des Chérusques, préfèrent traiter avec Rome et entrer dans ce qu'on appelait l'amitié de Rome, qui était quand même une amitié musclée, c'est-à-dire qu'il fallait quand même obéir à l'ami romain. Bon, alors, donc, Ségimère, le père d'Arminius, a engagé son peuple dans cette voie et pour preuve de sa bonne foi, il a donné 2 de ses fils comme otages à Rome. Et on le voit très bien dans la série, on voit le moment où ces 2 enfants, l'un de 10 ans, c'est Arminius, son frère Flavius, 5 ans, partent comme otages à Rome. C'est effectivement une chose très courante, il faut le savoir, que cette prise d'otages dans l'Antiquité. Et je n'en citerai que quelques exemples célèbres pour montrer que c'est une chose courante des 2 côtés. Par exemple, il faut se souvenir que dans les années 180 avant Jésus-Christ, on est au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, le fils de Scipion l'Africain avait été otage du roi séleucide Antiochos en Syrie. Ou encore, à peu près à la même époque, entre 168 et 150 avant Jésus-Christ, on a l'exemple célèbre de Polybe, qui est un jeune aristocrate de la Confédération achéenne. Une confédération, c'est de cités grecques du Péloponnèse qui s'était opposée à Rome et qui avait été vaincu. Et Polybe est parti donc pendant 17 ans comme otage à Rome. Il en est d'ailleurs revenu comme un des meilleurs défenseurs de Rome. C'est par Polybe qu'on connaît les institutions romaines de cette époque qu'il considère comme les meilleures du monde. Donc il a été bien converti. Ou encore, on a l'exemple de Démétrios, un des fils de Philippe V de Macédoine, qui avait été otage à Rome. Et c'est là on voit la stratégie de Rome à travers ses otages. Rome renvoie Démétrios à Philippe V alors que Philippe V est vieillissant et tente de l'imposer comme successeur du roi. Parce qu'il considère que Démétrios est bien romanisé en quelque sorte et qu'il sera bien obéissant aux volontés romaines. Et Philippe et son autre fils Persée n'ont pas entendu les choses de la même façon et ils ont assassiné Démétrios à son retour en Macédoine en 180. Mais vous voyez que tous ces exemples permettent de comprendre la confiance dont Varus fit preuve à l'égard d'Arminius. Parce que, et c'est là un trait qui caractérise la conquête romaine, pas seulement à l'égard des Germains, elle s'appuie, cette conquête, sur les élites locales. Les Romains durent l'établissement et puis le maintien de leur si vaste empire, autant aux relations de collaboration qu'ils nouèrent avec les vaincus qu'à leurs armées. Ils s'appuyèrent sur les élites pro-romaines des peuples qu'ils voulaient faire entrer sous leur domination, en les maintenant au pouvoir lorsque c'était possible, voire en affermissant leur pouvoir, en leur concédant la citoyenneté romaine qui leur permettait ensuite à eux ou à leurs enfants d'intégrer l'élite impériale, voire même, on n'en est pas là à l'époque d'Auguste et à l'époque de Teutobourg, mais c'est toujours mon exemple que je cite tout le temps, de devenir empereur. Septime Sévère est originaire d'une famille indigène, d'une famille originaire de Leptis Magna, en Libye, en Afrique du Nord, donc, et il devient empereur de Rome. Bon, là, c'est à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc on oublie, mais on voit que tout ça est dans la même continuité. Et c'est bien ce processus qui est à l'œuvre dans l'histoire qui intéresse la série Barbaronne. Ségimère, Arminius et Flavius, Ségeste, le père de Tusnelda, ont tous la citoyenneté romaine. Arminius s'appelait Caius Iulius Arminius, si vous voulez, si on le prononce en latin restitué, parce qu'il avait été fait citoyen par Auguste et que Auguste étant lui-même le fils adoptif de César, il portait le prénom et le nom de famille élargie, le nom de gens, comme on dit dans l'Antiquité, de César, Caius Iulius. Arminius, ce surnom, on pense qu'il l'avait gagné, notre héros, donc, en participant, avant les événements qui sont racontés dans Barbaronne, à des campagnes militaires en Arménie.
car il exerçait le commandement d'une unité auxiliaire composée de Germains. Alors ces unités auxiliaires, c'étaient des troupes qui représentaient à peu près la moitié des effectifs de l'armée romaine et qui étaient formées de soldats qui n'avaient pas la citoyenneté romaine. Mais en revanche, les officiers qui les commandaient, c'était le cas d'Arminius, non seulement avaient la citoyenneté romaine, mais pour les principaux, ils étaient chevaliers, ce qui est le cas d'Arminius, c'est-à-dire qu'ils appartenaient à l'élite de la société romaine qui vient juste après l'ordre sénatorial, une élite qui exerçait des missions de commandement militaire et des missions administratives dans l'Empire. Et jusque-là, Arminius s'était vraiment illustré fidèlement aux côtés des Romains, non seulement en Arménie, mais aussi plus récemment, juste avant Teutobourg, juste avant qu'ils viennent en Germanie, dans la répression d'un soulèvement en Pannonie. Il y a une allusion à un moment à ce soulèvement dans la série, si vous vous en souvenez. La Pannonie, c'est au sud du Danube, ça couvrirait à peu près l'Autriche, la Slovénie et la Croatie actuelle, si vous voulez. Donc voilà, et son petit frère Flavius, frère d'Arminius, qui lui va rester fidèle à Rome, était aussi citoyen romain, et il était centurion, donc il faisait partie aussi des officiers dans les troupes auxiliaires. Et ces exemples ne sont pas isolés. Depuis César, il y avait aussi des Germains dans la garde montée de l'empereur à Rome. Et ils ont d'ailleurs été, cette garde montée a été dissoute au lendemain de Teutobourg et les soldats ont été confinés dans des îles. Ils ont dû quitter Rome. De même d'ailleurs que des civils gaulois et germains qui se trouvaient à Rome en 9 après Jésus-Christ au moment de cette grande défaite pour leurs affaires, parce qu'ils avaient des affaires avec les Romains, eh bien, ils ont été expulsés, nous racontent nos sources, ils ont été expulsés de la ville aussitôt que la nouvelle du désastre a été connue. Donc, en 9 après Jésus-Christ, au moment de Teutobourg, les Romains pouvaient bien penser qu'ils étaient en passe de conquérir la Germanie jusqu'à l'Elbe, selon des modalités qui avaient fait leur preuve sur d'autres régions de l'Empire. La présence de camps, des opérations militaires, certes, des liens personnels avec les élites et l'établissement d'impôts et de pratiques administratives romaines. Et c'est bien là que le bas semble avoir blessé chez les Germains au début de ce 1er siècle après Jésus-Christ. Vous avez dit tout à l'heure, à juste titre, Catherine, que la saison 1 de Barbarones se terminait avec la bataille de Teutobourg. D'ailleurs, bataille qui peut-être nous laisse un petit peu sur notre faim de par sa retranscription, qui est peut-être pas toujours hyper bien tournée. Puis vous l'avez dit, on n'a pas ce sentiment qu'elle dure longtemps, hein, puisqu'on a l'impression qu'au soir même, tout est terminé, puisqu'on voit par flashback la bataille revenir et puis le visage Arminius raconter justement le déroulement de la journée, alors que la bataille a duré beaucoup plus longtemps, vous l'avez dit. Et il y aura, oui, une deuxième saison, justement. Netflix a re-signé pour une autre saison. Et donc là, vous avez dit, c'est vrai, ça ne s'est pas arrêté. Véritablement cette conquête romaine après Teutobourg. D'ailleurs, quelques protagonistes, dont Arminius, ne sont pas morts encore à cette époque-là. Donc, il y a peut-être pour les showrunners qui construisent cette série d'autres biais narratifs qu'ils vont utiliser là. Et c'est vrai, peut-être, Catherine, dites-nous, alors je ne vais pas dire par anticipation, mais en tout cas, dites-nous ce qui se passe en Germanie après Teutobourg, parce que même si ça a traumatisé Auguste, les expéditions militaires continuent, notamment avec un dénommé Germanicus. Oui, alors je ne voudrais pas spoiler la seconde saison, mais quand même, la grande question que se posent justement les historiens de Rome, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est, et vous l'avez dit, il y a d'autres campagnes, mais est-ce que la bataille de Teutobourg met fin à l'entreprise de conquête par les Romains de la Germanie jusqu'à l'Elbe? En quelque sorte, quand on envoie Germanicus, est-ce que c'est juste pour récupérer les enseignes de Teutobourg, des légions qui les avaient perdues à Teutobourg, donc pour laver l'affront en quelque sorte, ou bien est-ce qu'il y a encore une idée de conquête? Alors, c'est là-dessus que les historiens débattent. Bon, il ne faut pas mésestimer le sentiment que les Romains ont eu de faire face à une grave menace au moment du désastre de Teutobourg. J'ai montré toutes les précautions qu'ils prennent, la garde renforcée, les Germains de la garde impériale chassés. Il y a vraiment là, on s'arme comme si, je l'ai dit, les Germains allaient débarquer du jour au lendemain. Il ne faut pas en sourire parce que Arminius ne comptait pas en rester là.
Il a d'abord fait porter la tête de Varus à Marbode ou Marobode, qui est le roi des Marcomans, une tribu puissante qui se trouvait sur le haut et le moyen Danube. En fait, les Romains pouvaient craindre que les Chérusques, et c'est ce que proposait Arminius à Marobode, ne s'allient aux Marcomans et, pourquoi pas, ne débarquent dans le nord de l'Italie. En fait, Marobode est resté fidèle à l'alliance romaine et il a renvoyé la tête de Varus à Rome. D'ailleurs, selon Strabon, il avait lui-même vécu à Rome dans sa jeunesse, reçu des bienfaits d'Auguste. Vous voyez, c'est le modèle que je décrivais tout à l'heure. Lui, il est resté fidèle à Rome. Mais voilà, il y avait quand même des craintes qui n'étaient pas complètement infondées. Si bien qu'Auguste a tout de suite énormément renforcé l'armée dans cette zone. On est passé à 8 légions, on était à 3, je vous le rappelle, plus les troupes auxiliaires. Et d'ailleurs, Auguste a eu énormément de mal à enrôler de nouveaux citoyens pour remplacer les 3 légions disparues sur le front du Rhin. 3 légions qui, je ne me souviens plus de leur numéro, c'est 16, 17, 18 ou quelque chose comme ça, on n'a jamais repris ces numéros-là. La numérotation des légions romaines, elle est partie après des nouvelles légions, après ces 3 numéros, parce que voilà, c'était en quelque sorte des numéros un peu maudits. Alors, il a dû avoir recours à la contrainte pour recruter ces légions, et il a envoyé ces 8 légions, et il a d'abord confié à Tibère, qui était à cette époque-là, dernières années de son règne, son héritier désigné, le commandement de ces légions. Et Tibère mène en Germanie une série d'opérations militaires entre 10 et 12 après Jésus-Christ, donc on est juste après Teutobourg, des opérations dont une bonne partie sont victorieuses. Alors, est-ce que c'était seulement pour laver l'affront? J'ai dit, on ne sait pas trop. Alors, Tacite le laisse entendre. Tacite dit ces opérations, c'était pour laver l'affront et Rome a renoncé à pousser ses conquêtes au-delà du Rhin. Mais Tacite écrit un siècle après. Tacite rapporte que dans son testament, qui a été ouvert au lendemain de sa mort en 14, Auguste conseillait à Tibère de ne pas étendre les bornes de l'imperium. Je ne traduis pas exprès le latin imperium parce que c'est là que tourne le débat des spécialistes. Imperium en latin, ça a 2 sens. Ça désigne le pouvoir, tout simplement, et le pouvoir de l'empereur, imperator, et ça désigne l'empire territorial. Alors, est-ce que Auguste demande à Tibère de ne pas étendre les bornes de l'empire territorial, ou bien est-ce qu'il lui demande de ne pas devenir un autocrate, de ne pas étendre davantage sa puissance, de rester comme Auguste l'a été lui-même, enfin, on dit à fin de l'être, mais il l'a quand même été, le premier d'entre les citoyens, respectueux d'un certain nombre de formes de la Respublica qu'il prétendait avoir restaurée, et en particulier respectueux du Sénat, des avis du Sénat, etc. Aujourd'hui, on pense plutôt que c'est le pouvoir et pas le territoire dont parlait Auguste dans son testament. Pourquoi est-ce qu'on le pense? Parce qu'on a fait le rapprochement avec l'inscription qui raconte les hauts faits d'Auguste, les fameuses res gestae divi a Augusti, dont l'empereur avait voulu qu'elle soit, cette inscription, c'est sa geste en quelque sorte, la geste de ses hauts faits, qu'elle soit gravée devant son mausolée et d'ailleurs aussi répandue un peu partout dans l'Empire pour que chacun connaisse sa destinée, sa réputation. Eh bien, dans ces res gestae, l'Elbe est mentionné et pas le Rhin comme les bornes de l'Empire. Alors, c'est vrai que les res gestae ont été écrites en grande partie avant, plus tôt dans le règne d'Auguste et avant Teutobourg. En même temps, on sait qu'il y a eu une révision à la fin, puisqu'on a quand même des faits dont on voit qu'ils concernent le règne, la fin du règne d'Auguste. Et cette prétention à aller jusqu'à l'Elbe comme frontière, eh bien, elle n'a pas été révisée en 14 avant la mort d'Auguste. Donc, les expéditions de Tibère, puis, comme vous le disiez, celles de Germanicus après la mort d'Auguste, n'ont peut-être pas visé seulement à laver l'affront. Germanicus, il a pris le commandement de l'armée du Rhin juste au moment de la passation des pouvoirs, en quelque sorte, au moment de la mort d'Auguste et de l'arrivée de l'avènement de Tibère. Il a dû faire face d'abord à une grosse rébellion des troupes de Germanie qui espéraient
exploité le changement d'empereur pour obtenir un adoucissement du régime militaire et des gains financiers en quelque sorte. Et puis, je vous l'ai dit, une partie des hommes avait quand même été un peu enrôlés malgré eux. Et puis, ceux qui y étaient depuis plus longtemps avaient une certaine usure, ils voulaient rentrer. Enfin, il y avait beaucoup de mécontentement que Germanicus, avec beaucoup de diplomatie, a fini par, disons, effacer en quelque sorte, et il a triomphé de cette révolte des légions. Alors, une fois la révolte matée, il a mené entre 15 et 17 une série de campagnes souvent difficiles en direction de l'Elbe. Alors, il a remporté plusieurs victoires sur Arminius. Dès 15, il a récupéré les aigles des 3 légions, exterminées à Teutobourg, et il a pu rendre les derniers honneurs aux soldats tombés là. L'affront était cette fois-ci bien lavé. En 16, il remonte la Vézère et il va, en quelque sorte, entre guillemets, exfiltrer Ségeste, le beau-père d'Arminius, je vous rappelle, qui est toujours très pro-romain et qui est dans une atmosphère chérusque pas du tout pro-romaine et qui appelle en quelque sorte Rome au secours. Les Romains se rendent donc chez les chérusques et exfiltrent, je n'ai pas d'autres mots, Ségeste, mais en même temps, ils en profitent pour faire de nombreux prisonniers, dont la fille de Ségeste, Tusnelda, qui elle est exfiltrée bien malgré elle, car on connaît grâce à la première saison ses sentiments très anti-romains, qui était à ce moment-là enceinte d'Arminius, et elle mit au monde donc en Italie un garçon, Tumelicus, qui fut élevé dans une école de gladiateurs à Ravenne. Puis Germanicus finit par vaincre Arminius à Idistaviso, excusez-moi, sur la rive droite de la Vézère, sans doute dans une région qui se situerait entre Hanovre et Osnabrück. On ne sait pas très bien là aussi où ça se situait précisément. Et donc, vous voyez, il y a encore de belles occasions pour la série, en particulier un moment d'anthologie, alors là, raconté par Tacite, où on voit que Flavius, qui est resté fidèle aux Romains, demande à rencontrer Arminius pour essayer de le convaincre de ne pas s'opposer aux Romains, de redevenir l'ami des Romains, de demander la clémence de Germanicus et de réintégrer donc en quelque sorte les rangs de l'armée romaine. C'est en vain, mais c'est un grand moment. Voilà. Alors, donc, Arminius est vaincu, mais il n'est absolument pas défait à ce moment-là, et Germanicus avait peut-être l'ambition de poursuivre la conquête, mais il fut rappelé en 17 par Tibère pour, disait Tibère, exercer le consulat à Rome, il avait été élu consul, et surtout célébrer son triomphe sur les Germains, au cours duquel furent d'ailleurs exhibés, comme il est d'usage, parmi les prisonniers, Tusnelda et son fils. Le rappel de Germanicus, on l'a beaucoup soupçonné, grâce à Tacite aussi, qui n'aimait pas beaucoup Tibère, il faut bien le dire, était peut-être dicté à Tibère par sa volonté de ne pas voir le fils qu'Auguste lui avait demandé d'adopter, lui faire de l'ombre par ses victoires trop glorieuses en Germanie. Tibère, vous savez, c'est, faut s'en souvenir, le candidat par défaut d'Auguste quand il a cherché un successeur. Il en avait trouvé des tas d'autres avant, mais il a vécu tellement longtemps que tous ses successeurs potentiels sont morts, jusqu'à ses propres petits-fils avant lui. Il s'est donc rabattu sur son beau-fils. C'était le fils d'un premier mariage de sa femme Livie, Tibère, et sans enthousiasme, on dira. Il a aussitôt obligé Tibère à adopter Germanicus, qui était un jeune homme brillant, et on pouvait espérer que Tibère, étant relativement âgé au moment où il succéda à Auguste, son règne serait court et que Auguste avait l'impression de faire un peu coup double et que Germanicus un jour deviendrait empereur. En tout cas, qu'il ait pressenti cela et qu'il ait eu des sentiments assez peu amènes à l'égard de Germanicus, c'est à peu près sûr, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Tibère le rappelle, et en fait, et lui confie d'ailleurs par la suite des missions plus lointaines vers l'Orient, où il va finir par mourir, le pauvre Germanicus, en 20, donc fort jeune, vous voyez, pas très longtemps après, soupçonné peut-être d'avoir été empoisonné
par le gouverneur de Syrie, Pison. Ça reste évidemment des soupçons. Mais donc, ce serait Tibère qui aurait, après 17, décidé de fixer la frontière sur le Rhin, d'organiser et de militariser les 2 districts de rive gauche autour des camps de Xanten, Cologne, Mayence, Strasbourg, qui virent se développer à proximité des agglomérations qui fixaient les populations indigènes et aboutissaient à une romanisation des élites dans cette partie de rive gauche du Rhin. Quant à Arminius, il tenta d'unir les tribus germaniques sous son autorité et mena une guerre contre Marobod, contre le fameux roi des Marcomanns. Il vainquit Marobod en 18, mais à partir de ce moment-là, jusque dans son propre camp, il fut jugé trop puissant, trop autoritaire, et il a été tué par une conspiration des Chérusques eux-mêmes en 21. Donc, à peu près en même temps que, à peu de distance de la mort de Germanicus. Tacite, au livre 2 des Annales, nous livre cette réflexion qui est une forme d'éloge au moment où il nous relate la mort d'Arminius. Il dit donc Arminius, après la retraite des Romains et l'expulsion de Marobodus, voulut régner et souleva contre lui la liberté de ses concitoyens. On prit les armes et, après des succès divers, il périt par la trahison de ses proches. Cet homme fut sans contredit le libérateur de la Germanie. Et ce n'était pas, comme tant de rois et de généraux, à Rome naissante qu'il faisait la guerre, mais à l'Empire dans sa grandeur et sa force. Battu quelquefois, jamais il ne fut dompté. Sa vie dura 37 ans, sa puissance 12, chanté encore aujourd'hui par les barbares, il est ignoré des Grecs, qui n'admirent d'autres héros que les leurs, et trop peu célèbre chez les Romains, qui, enthousiastes du passé, dédaignent tout ce qui est moderne. Donc, le libérateur de la Germanie, c'est peut-être un titre qui va lui rester. Oui, justement, Catherine, c'est ce que j'allais vous dire, hein, cette idée d'avoir fait cette série intitulée non pas Arminius, mais Barbaron, mais on comprend bien tout de suite hein, qu'il en est le héros, le principal protagoniste. On voit bien des choses poindre dans la série, et en particulier le rôle qu'il va avoir, que vous avez commencé à présenter dans les années qui suivent, Teutobourg, jusqu'à son assassinat en 21, une petite dizaine d'années après. Et pourtant, il reste aujourd'hui encore, et vous avez commencé à l'évoquer, dans la mémoire allemande comme un personnage essentiel, comme l'un des, j'allais dire, presque fondateurs de la germanité, quelque part, puisque au XIXe siècle, période où la nation allemande se construit, on en fait un héros, à l'image un peu de ce que font en France, de l'autre côté du Rhin, j'allais dire, les Français avec Vercingétorix. Tout à fait. Pour moi, c'est Arminius qui va être germanisé en Hermann. C'est le Vercingétorix allemand. Vous avez tout à fait raison. Alors, il a eu une vie hors norme, même si j'ai dit tout à l'heure qu'il n'a pas été le seul fils de bonne famille, en quelque sorte devenu otage. On vient de voir que Tacite ne cache pas son admiration pour lui, et la présentation que Tacite fait de lui dans les Annales, la manière dont il dépeint les peuples germaniques dans la Germanie, a certainement pesé fortement sur le récit de leurs origines par les Allemands eux-mêmes. Ce que les sources antiques n'expliquent pas, ce sont les raisons de sa trahison en neuf. Est-ce que c'est par fidélité à son identité germanique retrouvée? Alors, c'est une des explications, me semble-t-il, en toile de fond de la première saison de la série, en plus de son amour pour Thusnelda, qui est farouchement anti-romaine. Il retrouve ses origines, il retrouve ses affections d'enfant, et Thusnelda en faisait partie. Les siens, à ce moment-là, ont des motifs de mécontentement, que la série focalise beaucoup sur les impôts trop élevés, mais on a vu que Dion Cassius le disait aussi, les impôts trop élevés que réclamait Rome, bien sûr. Et donc, il va, en quelque sorte, embrasser la cause d'une aristocratie germanique qui, majoritairement, on voit bien qu'un certain nombre des aristocrates de ces tribus étaient attirés par Rome, c'est le cas de Ségès et de Ségimère, mais pas tous, et majoritairement, ils ne voient pas, finalement, l'intérêt, et ils voient plus de défauts que de qualités à l'intégration parmi les élites de l'Empire romain. Une autre motivation possible d'Arminius, qui n'est d'ailleurs pas incompatible avec la première, qui est peut-être venue au fil
des événements, c'est son désir de régner tout simplement sur les Chérusques, et même, au-delà des Chérusques, d'essayer d'unir l'ensemble des Germains sous son autorité. Hein, la suite de son histoire le montre. Tacite dit, ces tribus ne cessent de se faire la guerre entre elles, elles sont divisées. Arminius, il a peut-être la vision qu'il faudrait les unifier pour qu'elles deviennent plus puissantes. Alors, les idées développées par Tacite sur les Germains, un même peuple, une même langue, la pureté des mœurs, ont fait effectivement, vous venez de le dire, leur chemin avec le temps, quoi. À partir de la Renaissance, c'est à partir de la Renaissance pratiquement que les Allemands ont ressorti Arminius, si je puis dire, se sont considérés comme les descendants des Germains. C'était une idée d'abord des protestants. Luther fut le premier à germaniser le prénom d'Arminius en Hermann, parce qu'il s'agissait de présenter en quelque sorte la lutte des protestants contre le catholicisme romain, contre l'Église romaine, un petit peu, toute chose gardée, comme la lutte des Germains contre les anciens Romains. C'est aussi à la même époque d'ailleurs que certains courants en France se sont écartés d'un passé mythique troyen qu'on prêtait aux Francs au moment de l'époque, depuis l'époque mérovingienne pratiquement, pour affirmer eux aussi que les Francs descendaient des Germains. Donc les Allemands disent qu'ils descendent des Germains, les Francs le disent aussi. Alors évidemment, au XIXe siècle, vous venez de le rappeler, l'idée va être abandonnée par les Français dans le contexte des tensions, de la montée des nationalismes et des tensions croissantes entre la France et l'Allemagne. Et c'est là que les Français se choisissent un Gaulois pour ancêtre et que se crée la légende autour du personnage de Vercingétorix. Mais pendant toute l'époque moderne, au XVIIe, au XVIIIe siècle, en Europe, en Italie, en Allemagne, en France, on voit fleurir des tragédies, des opéras baroques, Scarlatti, Handel, qui prennent Arminius comme héros. Alors, pour leur part, évidemment, au XIXe siècle, les Allemands ont accentué dans le contexte du pangermanisme, puis au moment de l'unification de l'Allemagne par la Prusse à partir de 1871, leur lien aux Germains dans cette perspective, et ils ont fait d'Hermann, donc, leur Vercingétorix. Hitler ira plus loin encore, hein, en exploitant jusqu'à l'extrême les notions de pureté raciale, d'autochtonie de la Germanie, mais il n'a pas mis l'accent sur le personnage d'Arminius parce qu'il se sentait un peu gêné aux entournures dans la mesure où son allié le plus fidèle était Mussolini et l'Italie. Donc il ne fallait pas trop déplaire aux Italiens en leur rappelant cette cuisante défaite. Cela dit, en 1875, un monument que j'ai joint aussi pour qu'il soit placé sur le site et que vous devez être en train de voir, un monument, donc dans ce contexte du nationalisme allemand, de la jeune Allemagne, un monument à Hermann a été inauguré par Guillaume Ier, alors empereur d'Allemagne, dans la forêt de Tödberg, dont on disait alors que c'était l'emplacement, le lieu de la bataille. Ce monument, c'est le Hermannsdenkmal, qui est une sorte de statue-tour colossale, puisque d'abord elle est située sur une hauteur, pas très grande, hein, une colline de 380 mètres à peu près, mais qu'elle est montée sur un socle qui fait presque 29 mètres de haut, elle-même fait près de 25 mètres de hauteur, et donc on a un monument de plus de 53 mètres qui domine comme ça cette forêt, qui a été l'œuvre d'un sculpteur, Ernst von Bandel, qui a mis des années à réaliser cette statue. L'entreprise avait commencé en 1841, donc avant même l'unification allemande. À la base, en allemand, figure l'inscription suivante: l'unité allemande est ma force, c'est Hermann qui parle évidemment, ma force et la puissance de l'Allemagne. Et donc, alors, aujourd'hui, l'idée chez les spécialistes d'une homogénéité ethnique de l'Allemagne ou d'ailleurs, est abandonnée. Les recherches de la seconde moitié du XXe siècle ont bien permis d'introduire la notion de ce qu'on appelle l'ethnogénèse, c'est-à-dire qu'en réalité, on se rend compte que les peuples se sont constitués par évolution avec des emprunts à plusieurs groupes précédents. Même l'idée d'unité et de continuité linguistique de la Germanie a été mise en débat. Mais l'Allemagne est restée attachée au personnage d'Arminius, même si elle n'est pas dupe, en quelque sorte,
tout comme la France garde son affection pour Vercingétorix, me semble-t-il, même si on a bien montré que c'était une véritable création du XIXe siècle. En plus de ce monument à Hermann, il y a des villes allemandes, si vous êtes un petit peu familier de l'Allemagne, Berlin, mais d'autres, qui ont des places, des rues, des stations de métro qui portent le nom d'Hermann. Dans les années 2000, il a été aussi le héros d'une bande dessinée. Il y a un revolver qui porte son nom, qui est fabriqué par une armurerie allemande. Jusque, quand même, en 2009, Angela Merkel, s'est rendue dans la forêt de Teutobourg pour célébrer le 2000e anniversaire de la bataille et la victoire, donc pour les Allemands, de Teutobourg. Vous voyez que Arminius est complètement intégré au récit des mythes fondateurs de l'Allemagne, même si on n'est pas dupe, on sait que ce sont des mythes, et que finalement, la série Barbarones s'est inscrite dans cette continuité. Oui, effectivement, Catherine, vous avez tout à fait raison avec cette idée-là aussi de ce personnage, vous l'avez montré tout au long de l'émission, hein, qui a été élevé comme un Romain et il garde d'ailleurs, on le voit dans le combat, l'armure véritablement romaine. Et puis on voit que tout dessous, il s'est peint le visage pour représenter aussi cette barbarité. Alors là aussi, hein, on pourrait peut-être en parler plus longuement, barbarité qui est plus ou moins peut-être rêvée, fantasmée, qu'on voit aussi avec notamment Thusnelda qui se bat véritablement dans la série. Beaucoup de choses sont effectivement là-dessus à dire, mais vous l'avez dit, ce qu'il y a de véritable, en tout cas dans la série, c'est, vous avez dit, la fidélité aux sources qui est quand même assez importante. On voit bien les choses, on voit bien que tout cela a été reconstruit avec, vous l'avez dit aussi, un vrai fond historique qui permet d'appréhender comment se passait cette période et en particulier les relations qu'avaient les Romains avec les peuples qu'ils avaient conquis. Ça, on le voit très bien avec la prise des otages notamment, et puis avec le paiement des impôts que devaient les peuples conquis, et donc qui est une des origines du soulèvement des barbares. Alors, ce que l'on voit aussi dans la série, Catherine, et vous l'avez montré véritablement, c'est qu'il y a une idée peut-être de poursuite, donc de saison 2, puisque la série s'arrête véritablement juste après Teutobourg. Or, les principaux protagonistes, hormis Varus, bien sûr, sont toujours là après. Donc, cela amène peut-être à d'autres choses que vous avez présentées ensuite, avec notamment Germanicus. Alors, vous nous avez donné une bibliographie indicative avec essentiellement bien sûr des titres en français puisque beaucoup sont en allemand ou en anglais, mais vous avez donné déjà de quoi voir ou de quoi lire en tout cas pour les auditeurs pour aller plus loin que votre explication déjà très complète qui permet de bien contextualiser la série. Et puis vous avez donné 2 documents que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com. Vous pouvez les regarder et vous pourrez voir notamment pour le cénotaphe du Centurion cette idée aussi que vous avez décrit d'un combattant qui est mort à Teutobourg en 9 après Jésus-Christ. Catherine, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cette excellente émission et à vous dire à bientôt peut-être dans Histoire en série. J'espère, en tout cas c'est moi qui vous remercie aussi, ce bon moment passé avec vous et je souhaite à tous de bonnes fêtes, une bonne période de fête malgré les circonstances. Merci Catherine, au revoir, à bientôt. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet.